Merci pour cette charmante invitation. Je suis honoré d'être présent aujourd'hui. En fait, pour vous parler de mes travaux, des travaux que je fais avec mes collègues, peut-être souligner que je suis à l'Université du Québec à Trois-Rivières et non à Montréal. C'est beaucoup plus joli, Trois-Rivières, que Montréal. Je tenais à mettre ma ville en valeur ici. Je vais partager la présentation PowerPoint que j'ai préparée aujourd'hui pour vous. Et puis donc, je vais simplement, j'imagine que vous voyez bien. Parfait. Alors, je vais prendre quelques instants pour situer le travail que mes collègues et moi avons fait au cours des 30 dernières années autour de cette question de la négligence ou des négligences envers les enfants et qui, en fait, a allié du travail de recherche, du travail d'élaboration de modèles d'intervention et du travail théorique pour comprendre les situations de négligence. Donc ici, je m'appuie sur notamment une étude longitudinale que l'on a fait sur une période de 12 à 15 ans avec des cohortes d'enfants âgés de 6 ans et moins pris en charge par le dispositif de protection de l'enfance ici au Québec pour une situation de négligence. Donc, on a eu l'occasion de pouvoir suivre des enfants et leurs parents sur vraiment plusieurs années. On allait les rencontrer à peu près à tous les 2 ans. Et parallèlement à ça, on a également élaboré une première version d'un modèle d'intervention qui a été évalué à l'aide de cet échantillon d'enfants. Donc, environ la moitié de ces enfants et de leurs parents ont participé à ce modèle d'intervention. Et puis, sur la base des constats aussi que l'on a fait, au début des années 2000, on a élaboré une nouvelle génération de ce modèle d'intervention, une nouvelle génération qui nous a aussi permis de pouvoir renforcer un certain nombre d'éléments sur le plan théorique et qui nous a amené à être beaucoup plus affirmatifs sur la perspective particulière qui nous semblait importante d'avoir pour comprendre la négligence et pour pouvoir agir dans ces situations. D'où le qualificatif d'approche écologique auquel j'ajoute aussi approche développementale parce que l'écosystémique, l'écologie du développement de l'enfant, c'est un aspect très interrelié là, sur notre façon de comprendre la façon dont l'enfant se développe. Évidemment, ce modèle d'intervention est toujours actuellement en, en application. Il a été déployé un peu partout au Québec au début des années 2010 et il est aussi actuellement en implantation en Italie. Il a inspiré notamment le programme PIPI, piloté par Paola Minelli. Peut-être que un certain nombre de personnes ici connaissent cette initiative. Donc, je vous parle, je vais vous présenter une diapo et ça sera probablement la seule diapo que je vais utiliser aujourd'hui avec vous. Donc, je vais vous présenter une diapo qui présente cette perspective écosystémique et développementale de la négligence envers l'enfant, qui en fait le résultat de plusieurs angles d'approche de cette situation. Approche théorique, approche empirique de recherche, mais aussi une approche centrée sur les actions que l'on pose dans la vie de ces enfants et dans la vie de ces familles. Donc, je vais immédiatement entrer dans le vif du sujet. Avoir une perspective écosystémique et développementale de la négligence, ça nous amène à reconsidérer
le lieu de cette négligence et à reconsidérer la nature de ces situations pour faire en sorte que l'on se dégage du lieu de la négligence comme étant situé chez le parent, à l'intérieur de la conduite d'un parent et en particulier des mères. Lorsqu'on a commencé à travailler sur ce sujet il y a la fin des années 80, début des années 90, la négligence était comprise principalement comme une problématique de mauvaise mère. Ma collègue Karen Swift, au Canada anglais, a même écrit un livre qui s'est intitulé Manufacturing Bad Mothers, donc la fabrication des mauvaises mères, pour dénoncer justement cette attention et ce fardeau important que l'on faisait porter aux mères dans les situations de négligence à ce moment. Et donc, l'approche, la perspective écosystémique et développementale est venue aussi être développée, être mis en place pour pouvoir prendre du recul par rapport à cette conception qui était dominante à l'époque un peu partout en Amérique du Nord. Je ne sais pas ce qu'il en était pour la France à ce moment-là. En Amérique du Nord, c'était le cas. Donc, de quoi la négligence est-elle le nom? Pas d'un comportement ou d'une absence de comportement du parent. La négligence, en fait, c'est le nom qu'on donne à un contexte, à un cadre de vie à l'intérieur duquel des mères, des pères, d'autres adultes tentent de répondre aux besoins des enfants et qui rencontrent énormément de difficultés, beaucoup d'obstacles dans cette tâche, dans cette responsabilité de réponse aux besoins des enfants. Comme je dis parfois, le monde de la négligence, c'est un monde où il est facile de passer du souci de l'enfant à l'oubli de l'enfant. C'est un monde à l'intérieur duquel il est très difficile d'exercer le rôle de mère et de rôle de père, à l'intérieur duquel il est très difficile pour un enfant de se développer, mais c'est aussi un monde et un contexte à l'intérieur duquel il est très difficile pour des professionnels de se sentir compétents à aider ses enfants et à aider ces familles auxquelles on leur demande de porter attention. Donc, quand on parle du monde de la négligence, on parle en fait d'une double perturbation qui se produit dans ces situations, une perturbation de l'interaction, de la relation entre les parents, les personnes qui s'occupent de l'enfant et cet enfant. Donc, lorsqu'on repère les situations de négligence, c'est souvent à cette forme de perturbation que l'on fait le plus attention et qui nous amène à identifier, à signaler, à permettre de faire en sorte que cet enfant deviennent visibles aux yeux de l'action publique, du dispositif de service. Je vais donner des détails dans quelques instants à propos de cette perturbation. Une autre perturbation qui, cependant, est importante dans les situations de négligence et qui, pour notre part, constitue un critère de repérage des situations de négligence, c'est cette perturbation du lien entre la famille et sa communauté. En France, on dirait sa collectivité locale, donc l'entourage, le lieu à l'intérieur duquel cette famille-là va être insérée, à l'intérieur duquel elle va évoluer. Et ça inclut notamment la famille élargie, mais ça inclut aussi le voisinage, ça inclut également les dispositifs de service qui sont présents à l'intérieur de cette collectivité locale. Donc, dans les situations de négligence, on a toujours ces deux perturbations qui sont présentes et qui nous permettent également d'identifier
des lieux d'explication de ces situations, mais également des lieux d'action dans ces situations de négligence. On parle du monde de la négligence ici, et les travaux que l'on a menés nous ont permis de repérer des règles du jeu, des règles de vie à l'intérieur de cet environnement très difficile pour des parents et très difficile pour des enfants et tout autant difficile pour des professionnels. Et une des règles de vie que l'on a repérées, on a utilisé la formule de Pierre Bourdieu, le choix du nécessaire. Donc, c'est un lieu, c'est un monde, c'est un contexte où les personnes sont exposées à différentes représentations de ce que la vie peut être dans leur société, mais ils n'y ont pas accès à ces choses, à ces ressources, et donc ils sont pris pour faire le choix entre des choses qui sont nécessaires. Donc, il y a un parent, par exemple, il y a une mère ou un père, lorsqu'il se lève le matin dans ce monde de la négligence, mais il peut avoir le choix entre se sentir efficace et compétent comme parent ou respirer et survivre et aller au bout de la journée. Donc, de ce côté-là, il y a des choix qui sont vraiment très, très difficiles à faire pour les personnes qui se retrouvent, autant les adultes que les enfants qui se retrouvent dans ce monde de la négligence. Et il y a des choix que les personnes vont faire qui, de l'extérieur de ce monde, va souvent être considéré comme étant oh, c'est bizarre qu'un parent ait, par exemple, fait le choix d'acheter un très, très grand téléviseur qui coûte plusieurs centaines d'euros lorsqu'il n'y a pas de nourriture ou pas suffisamment de nourriture dans l'appartement pour alimenter les enfants. Sauf que ces personnes-là se retrouvent exposées à ce qui doit être fait pour appartenir à cette société. Et puis, avec les peu de moyens qu'ils ont à leur disposition, ils font des choix qui leur permettent, tant bien que mal, d'avoir ce sentiment d'appartenance. L'autre règle du jeu, c'est ce que j'ai appelé une conception insulaire de la parentalité, une conception individualisante de la parentalité. À l'intérieur de nos sociétés, on conçoit l'exercice du rôle de parent principalement en considérant que le parent est comme une île. Donc, qu'il doit avoir toutes les ressources à l'intérieur de cette île pour pouvoir remplir ses responsabilités, exercer les obligations qui viennent avec, et puis réaliser une expérience qui va faire en sorte qu'il va en retirer quelque chose, autant que pour l'enfant qui lui aussi va en retirer quelque chose. C'est une conception qui, encore là, je mets un bémol, je ne sais pas si c'est le cas pour vous en France, mais en Amérique du Nord, c'est une conception qui est très répandue de ce qu'est un parent. Donc, un parent, il est compétent, il est capable, justement parce qu'il possède des habiletés, parce qu'il possède des connaissances pour pouvoir s'occuper de son enfant. Et donc, ce sont ces habiletés, ces connaissances qui rendent compte de ta capacité à être une bonne mère ou à être un bon père. Et ça masque cependant le fait que l'exercice du rôle de parent, ce n'est pas une tâche individuelle. Exercer le rôle de parent, ça veut dire être en lien constant avec plusieurs personnes et partager des responsabilités à l'égard de la réponse aux besoins des enfants. Je dis parfois que se retrouver dans une situation où on est seul à s'occuper de ses enfants, c'est un peu comme faire de la plongée en apnée. Donc, on doit prendre une grande respiration, plonger, et puis on peut apprécier le décor sous-marin pendant quelques secondes, une minute ou deux, mais si on ne remonte pas à la surface,
le parent se retrouve vraiment en difficulté et même en souffrance de jouer ce rôle seul. Et donc, en termes de règles du jeu, dans ce monde, cet univers de la négligence, en fait, les parents sont des représentations très exactes de cette conception individualisante et insulaire de la parentalité. Tes parents se retrouvent, en effet, souvent seuls, et même s'il y a d'autres adultes autour d'eux, un père, une mère, il y a des grands-parents et ainsi de suite, il y a les relations entre ces personnes ne se traduisent pas en liens qui sont soutenants dans l'exercice du rôle de parent ou du rôle de personne qui s'occupe de cette ou de ses enfants. Donc ici, on a dans ce monde de la négligence des individus qui sont isolés les uns des autres et qui ont peu de moyens de partager les responsabilités, mais partager les ressources aussi qu'ils peuvent avoir, mettre en commun les ressources qu'ils peuvent avoir pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins des enfants. Une dernière règle du jeu que l'on a repérée, c'est qu'on n'est plus ici dans une situation où il y a un écart entre les intérêts de l'enfant et les intérêts des adultes. On est dans une situation où il y a vraiment une collision brutale entre ces deux types d'intérêts. Et puis, sur ce plan, il faut souligner l'importance du fait que les parents qui sont identifiés à travers le signalement pour des situations de négligence, ce sont très souvent, c'est pas la majorité, mais très souvent, les enfants que l'on a tenté de protéger il y a 15, 20, 25 ans et qui, donc, on représentent jusqu'à un certain point un peu un constat d'échec du dispositif de service à faire en sorte que eux-mêmes, lorsqu'ils deviennent parents, puissent avoir des conditions d'exercice de leur rôle qui sont adéquats. Donc, lorsqu'on parle de transmission intergénérationnelle, on ne parle pas simplement de transmission intergénérationnelle qui passe à travers cette ce lien entre le parent et l'enfant, c'est aussi une transmission intergénérationnelle du contexte. C'est une stabilité du contexte, du lien entre la famille et la communauté. Donc, ce qui fait que les intérêts des parents, lorsqu'ils deviennent parents, on doit les mettre en contexte de l'histoire qu'ils ont vécue, où ils ont été les enfants à qui on a dit, tu n'es pas important, on doit t'oublier. Et à qui on a dit, lorsque tu seras grande ou lorsque tu seras grand, tu pourras prendre la place et t'occuper de toi-même. Et lorsqu'ils deviennent parents, ces personnes, là, on leur dit, non, tu ne dois pas t'occuper de toi-même, tu ne dois pas porter attention à toi-même, tu dois porter attention à tes enfants, à ton enfant. Donc, la question ici de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les situations de négligence, ça prend une dimension tout à fait particulière aux yeux des adultes, aux yeux des mères, aux yeux des pères qui ont à s'occuper de cet enfant. Donc, il faut aussi approcher ces familles avec beaucoup de précautions parce qu'on peut facilement susciter des sentiments d'injustice chez ces adultes lorsque on brandit l'intérêt supérieur de l'enfant dans ces situations. Donc, il y a beaucoup de précautions à prendre sur ce plan-là. Donc, ici, ces deux formes de perturbation, en fait, ce que ça nous a amené à mettre en place sur le plan théorique, c'est de considérer que la négligence, en fait, c'est l'effondrement de l'organisation sociale de l'enfance, du développement de l'enfant, mais aussi de l'effondrement de l'organisation sociale de la parentalité, de l'exercice du rôle de parent. C'est cet effritement, c'est cette absence de conditions ou cette absence
qui n'est pas peut-être totale, mais partielle, qui fait en sorte que répondre aux besoins d'un enfant dans ces situations demande énormément d'efforts. Et puis, vous savez, la phrase que l'on dit parfois, ah, une personne ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas reçu, elle est fausse. Elle est fausse. On peut donner ce que l'on n'a pas reçu. Ce que ça demande, cependant, c'est des conditions de soutien beaucoup plus importantes. Ça demande de la part des personnes des efforts beaucoup plus importants et ça demande également une tolérance à la souffrance. Parce que ces efforts peuvent devenir souffrants aussi. Ces efforts à donner des choses que l'on n'a pas reçues, ça peut s'avérer souffrant ou une source de détresse. Donc, lorsqu'on se retrouve dans de telles conditions, évidemment, ça va qualifier l'expérience de l'enfant et l'expérience du parent d'une certaine manière. Et puis, ce que l'on retrouve du côté de l'enfant, si on regarde ce monde de la négligence à partir des yeux des enfants, il y a trois éléments qui ressortent comme étant des éléments fondateurs de leur expérience. Première chose, l'imprévisibilité. Donc, les enfants qui se retrouvent dans ce monde de la négligence font face à beaucoup de choses qu'ils ont beaucoup de difficultés à prévoir dans leur vie. Et on sait, les études sur l'attachement, sur le développement affectif du bébé, du nourrisson, du jeune enfant, pointent l'importance de la prévisibilité dans leur développement. Et ici, les enfants en situation de négligence vraiment se retrouvent à avoir beaucoup de difficultés à prévoir, à comprendre ce qui leur arrive. Autre élément, c'est une faible interactivité et également, toujours dans les interactions parents-enfants, donc une faible interactivité. Dans les situations de négligence, il va y avoir beaucoup moins d'interaction entre les parents et les enfants. Donc, on est ici devant une pauvreté interactionnelle qui est souvent très, très évidente. On parle de pauvreté interactionnelle entre la mère et l'enfant, entre le père et l'enfant, mais on a observé cette pauvreté interactionnelle aussi dans le monde de la négligence entre d'autres acteurs adultes et cet enfant. Par exemple, lorsque les enfants vont à la crèche ou à l'école, on a constaté que pour ceux qui sont dans les situations de négligence, il y a moins d'interaction entre ces enfants et ces vicures qui s'occupent d'eux. Et autre élément à prendre en considération, c'est que ces interactions entre l'enfant et les parents, les adultes de leur entourage, est souvent caractérisée par une forte négativité. Ici, on parle d'hostilité. Donc, on ne parle plus nécessairement d'indifférence ou de faible interactivité, mais lorsqu'il y a des interactions, souvent ces interactions vont être teintées de comportements négatifs de la part de l'adulte, d'hostilité. Vous avez fait référence plutôt au fait que dans les situations de négligence, on retrouve aussi d'autres formes de maltraitance, des abus physiques, il y a des abus psychologiques, des abus sexuels. Et je vous dirais que les travaux que l'on a faits nous ont amenés à indiquer que le principal facteur de risque des autres formes de mauvais traitement, c'est la négligence. Donc, lorsqu'on entre à l'intérieur des équations de régression multiples pour des enfants qui sont suivis en protection de l'enfance, lorsqu'on rentre le statut de négligence, ça permet de prédire beaucoup de manifestations de d'autres formes de maltraitance. Donc, pour l'enfant, le monde de la négligence, c'est un monde imprévisible, c'est un monde qui est pauvre sur le plan relationnel et c'est un monde qui est hostile. Évidemment, ça va créer ces situations des difficultés importantes à ce que les besoins de l'enfant puissent avoir une réponse adéquate. Et quand on pense à besoins de l'enfant, ici, on ne pense pas
un besoin chez l'enfant ou les besoins chez l'enfant, ce n'est pas des choses qui sont à l'intérieur de lui. C'est quelque chose qui se retrouve dans l'interaction, le rapport, le lien entre cet enfant et son environnement. Donc, c'est une faiblesse ou une lacune à répondre aux besoins des enfants. C'est en fait une façon de dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans son environnement qui fait en sorte de créer une situation où l'enfant devient presque seul comme répondant à ses propres besoins. Donc, il se retrouve à être souvent le principal agent de la réponse à ses besoins. Et c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant à noter, c'est que les enfants, ils sont actifs dans la réponse à leurs besoins. Ils ne sont pas des tabula rasa à l'intérieur desquels on écrit des choses ou on les remplit de réponses à leurs besoins. Donc, un besoin, c'est un moteur aussi. C'est un peu comme un désir également. Donc, on peut faire la distinction aussi entre besoin et désir dans le développement de l'enfant. Mais quand on parle de besoin, on parle de ce moteur qui amène l'enfant à faire des choses et à susciter des réponses de la part de son environnement. C'est la raison pour laquelle souvent on retrouve chez les jeunes enfants qui sont en situation de négligence, par exemple, une hétérogénéité dans leur domaine de développement. Donc, ils vont être beaucoup plus faibles sur le développement, sur le plan du développement cognitif, langagier, sur ces domaines-là, mais ils vont être souvent beaucoup plus indépendants, beaucoup plus autonomes à faire des choses. Sur le plan moteur, ils peuvent être beaucoup plus actifs que d'autres enfants, justement parce que, entre autres, ils se sont retrouvés dans une situation où la meilleure solution pour eux, c'était de se prendre en charge. Et donc, c'est un élément intéressant et important à noter lorsqu'on entre en contact avec des enfants en situation de négligence. Tous les efforts qu'ils ont dû faire, qu'ils doivent continuer de faire pour pouvoir arriver à se développer et la méfiance qu'ils ont apprise à avoir à l'égard des autres personnes auprès desquels ils n'ont pas ou peu d'attentes dans la réponse à leurs propres besoins. Un autre élément aussi que l'on a retrouvé, c'est que la négligence, comme ce n'est pas simplement une perturbation de la relation entre les parents et l'enfant, mais qu'aussi que c'est une perturbation du lien entre la famille et la communauté, on a observé également des restrictions dans les occasions normatives de développement de l'enfant. Donc, lorsque l'enfant même sort de sa famille pour entrer en relation avec son entourage, avec des dispositifs de service, on se rend compte que même dans ces occasions-là, il y a aussi une pauvreté d'interactivité, il y a aussi de l'imprévisibilité, il y a aussi de la négativité. Souvent pas aussi évidente, pas aussi forte que ce qu'il expérimente, ce à quoi il est exposé dans sa famille, mais on se retrouve avec un enfant qui va aussi avoir peu de ces occasions normatives de se développer à l'intérieur de sa famille, mais aussi à l'extérieur de sa famille. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de domaines de son développement qui sont affectés. Les recherches montrent que les situations de négligence, ce sont les situations qui vont avoir des répercussions les plus importantes sur le plan développemental comparé aux autres formes de maltraitance. Donc, ce qui est touché en termes des domaines développementaux, c'est la découverte sensorielle du monde, le développement neurocognitif, sa capacité à se représenter ce monde, sa capacité aussi d'engagement mutuel et de communication. Ça implique le langage, évidemment, mais aussi il y a des difficultés dans l'expression de soi, dans la régulation des affects, la régulation de ses comportements également, et des difficultés sur le plan de la relation d'attachement et de la représentation de soi et des autres
quand on pense à attachement, ici, on pense à des situations où comme enfant, je ressens de la détresse ou de l'inconfort et qui m'amène à dire j'ai besoin de quelqu'un d'autre dans ces situations. L'attachement, c'est pas simplement la relation affective chaleureuse avec un adulte. L'attachement, c'est comment je peux compter sur cet adulte lorsque j'en ai vraiment besoin. Et donc ici, évidemment, les situations de négligence, il y a contrarié énormément le développement de cette trajectoire développementale. Évidemment, tout ça. On va revenir sur ces questions d'attachement, d'ailleurs, avec Antoine Guednet, je pense, et puis peut-être certains intervenants dans la salle aussi. Est-ce qu'on peut vous demander de conclure en 2 ou 3 minutes pour qu'on puisse conserver un temps d'échange ensuite? Tout à fait, tout à fait. Donc, je vais passer rapidement sur la phénoménologie du parent dans les situations de négligence. Donc, ici, on parle vraiment, l'élément central dans l'expérience du parent, c'est l'isolement. J'y ai fait allusion dans mon propos. Et donc, ici, l'isolement des parents, c'est un élément important, mais l'isolement aussi des autres personnes, les unes par rapport aux autres. Qui s'occupe de cet enfant. Et donc, on se retrouve avec un réseau social autour de l'enfant qui est très souvent fragmenté. Et puis, ça occasionne des restrictions importantes également dans le développement qu'on peut appeler conceptuel, le développement éthique des parents. On parle ici de la fonction réflexive, mais on parle aussi de la fonction de relais, le fait d'avoir accès à d'autres personnes qui vont s'occuper de mon enfant pendant que je ne peux pas le faire. Et on pense aussi à la fonction d'orchestration de la vie de l'enfant qui devient vraiment très, très difficile. Et quand on intervient avec les parents, c'est souvent sur ces 3 fonctions que l'on intervient. Je vais m'arrêter là-dessus pour pouvoir avoir des échanges avec vous. Je vais quitter ma présentation PowerPoint. Voilà. Merci beaucoup. On propose...